La Libération. La complexité de la collaboration et de la répression en France durant et après la Seconde Guerre mondiale met en lumière une justice sommaire, voire très sommaire, marquée par la pratique de la tonte des femmes perçues comme une punition pour collaboration sexuelle ou économique, mais souvent motivée par la vengeance collective. Seuls 42% des femmes tondues étaient accusées de relations sexuelles avec des soldats allemands, révélant un mythe largement répandu. Le parcours des résistants. Le parcours de Robert et Gilberte Delante illustre l'engagement courageux de civils dans la lutte contre l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Robert, ancien avoué, devint chef régional de l'organisation civile et militaire OCM dans le Bessin, organisant un réseau de plusieurs centaines d'agents pour recueillir des renseignements stratégiques, notamment sur les défenses allemandes, les fortifications et les mouvements militaires. Son épouse, Gilberte, participa activement à transmettre des informations cruciales à Londres et affrontant l'arrestation et la relâche par la Gestapo. Leur détermination fut exemplaire, notamment lors de missions sous bombardement et de la transmission de renseignements vitaux. Après la guerre, ils furent décorés de la Croix de guerre, de la Médaille de la Résistance et de la Légion d'honneur. Le réseau de résistance locale, comprenant divers profils issus de milieux variés, fut démantelé en 1944 par la Gestapo avec plusieurs arrestations et exécutions. Seuls, très peu, ont passé à travers les mailles du filet. À l'hôtel particulier du gouverneur, Julia Picot et Germaine Limeul, surnommées les Colombes de la Tour, ont joué un rôle central dans la résistance à Bayeux durant la Seconde Guerre mondiale. Résidant à l'hôtel du gouverneur, elles ont transformé cette bâtisse du XVIe siècle en un centre névralgique clandestin, utilisant leur logement comme boîte aux lettres pour le réseau Alliance, un des principaux services de renseignement. Leur engagement s'est manifesté par la manifestation et la transmission d'informations vitales, la gestion d'un centre d'émission radio exploité par Fernand Rodriguez alias Pi et leur soutien aux résistants locaux pour le logement et la nourriture. Dans notre ouvrage en ligne, nous avons de nombreux témoignages de résistants et aussi celui de Franz Gockel, un Allemand qui a vécu en France depuis 1942 et qui était à Omaha le 6 juin. Vendredi 2 juin, mon grand-père me racontait avec encore une anxiété palpable qu'il installait ses écouteurs de poste à galène dans sa cave à 21h15 pour écouter le British Broadcasting Corporation, BBC. Cependant, sans les codes, il était impossible de comprendre les messages. L'imminence d'un débarquement était annoncée par deux messages doublés, diffusés la veille à 18h30. Il fait chaud à Suez et les dés sont sur le tapis. Des messages plus explicites, tels que l'intensification des bombardements sur les ponts de la Seine et de la Loire, étaient également diffusés, signalant des actions militaires imminentes. Samedi 3 juin. Y aurait-il eu des fuites? En cette belle matinée, ma grand-mère Albertine prépare sa carriole pour se rendre au marché de Bayeux, où elle vend ses confitures, légumes, cidres et calvados produits par mon grand-père, bouilleur de cru. Après la vente, elle décide de se rendre à la mercerie pour acheter de la toile blanche et de la dentelle. Dans le magasin, elle engage la conversation avec une souris grise, qui lui demande ce qu'elle prévoit de faire. Ma grand-mère étant une couturière hors pair lui explique qu'elle va faire une aube pour la fille de son voisin qui fera sa communion dimanche prochain. L'Allemande lui sourit et lui conseille d'attendre, car d'ici là, de grands changements pourraient intervenir, et il ne faut pas se précipiter dans la réalisation de son projet. Dimanche 4 juin. La ville. L'ennemi reste immobile, sans réaction ni mouvement, pas de troupes particulières, seuls quelques soldats isolés allant et venant. Au Soldatenheim, situé dans l'hôtel du Luxembourg rue des Bouchers, le personnel semble inquiet quand même. Il y a une certaine tension. Lundi 5 juin, l'aviation alliée intensifie ses activités. Dans sa cave, M. Mercader, qui, lui, avait les codes, écoute la radio, et à 18h30, le premier message tombe. Il fait chaud à Suez. Il fait chaud à Suez. Répété 2 fois.
Puis un court silence. Le second message. Les dés sont sur le tapis. Les dés sont sur le tapis. Et là, toute une suite de messages arrive. La réaction est immédiate. Monsieur Mercader annonce la nouvelle à son épouse, à son personnel, puis prend son vélo pour prévenir les responsables les plus proches. Ce même jour, les troupes alliées débarquent à Anzio, visant à s'emparer de Rome le lendemain. Un pressentiment divin va d'ailleurs frapper Monseigneur Falaise, qui, selon son agenda, avait prévu une confirmation à la paroisse de Saint-Pierre à Caen, le 4 juin. Le 5 juin, à Saint-Étienne. Il décide alors de passer la nuit à Bayeux, à l'hôtel de l'évêché, mais il y restera bloqué à cause de terribles bombardements sur Caen et Lisieux. Pendant la nuit du 5 au 6 juin, depuis 23 heures, un fracas d'explosion marque la nuit. Devenant de plus en plus proche, atteignant leur apogée vers 5 heures du matin, le jeune Jacques Ravelli, âgé de 6 ans, se souvient. Je regardais par la fenêtre le lever du jour sur la mer. En réalité, ce n'était pas le jour, mais les tirs de marine qui illuminaient l'horizon. Les murs tremblaient si violemment qu'il se réfugia entre ses parents. Les cuirassés Arkansas, Texas, Washbite, Ramillies frappent leurs cibles, telles que la Pointe du Hoc ou Longue-sur-Mer. Ils seront rejoints par environ 160 navires de guerre, ce qui donne une démonstration de puissance considérable. Nous y sommes, le 6 juin. La confusion, la peur ressentie par les civils et les militaires, la résistance désorientée par le manque d'informations, attendent l'arrivée de M. Mercader pour obtenir des renseignements cruciaux, notamment sur la retraite des forces ennemies. À 5 heures, Yvette, ma mère, est bouleversée par le bruit des bombardements qui illuminent l'horizon de Port-en-Bessin à 12 km. Mon grand-père, un ancien poilu, la rassure en lui expliquant que ces tirs proviennent probablement de navires de guerre dont la portée dépasse de loin leur position. Conscient du danger, il décide de se réfugier dans une tranchée qu'il avait creusée quelques jours auparavant. Équipé d'un fourneau pour se protéger et de tout l'équipement nécessaire, avec bien évidemment des bouteilles de cidre et du calva. Depuis quelques jours, ses voisins se moquaient de lui, mais ce matin, ils sont bien contents et viennent demander refuge, qui illustre la solidarité face au danger. Les communiqués de la BBC à 9h30 annoncent le débarquement massif avec 16 000 avions et 4 000 navires mobilisés, marquant le début de l'opération. Le maire de Tracy, Philippe de Bourgoin, se rémomère la progression des avions alliés, passant de haut dans le ciel en rase-motte, et la réaction du commandant allemand qui cherche ses cartes. La ville évite la catastrophe grâce à une défense dispersée. Malgré plusieurs maisons détruites et 2800 bombes tombées la nuit précédente tout autour de Tracy et Longue-sur-Mer, bien que la mer soit remplie de bateaux alliés, les destructions ne sont pas catastrophiques. Et là, aux joies, un tank nommé Angela est aperçu, ce qui indique que les Alliés sont bien là. Le jeune Marcel se souvient du chaos ambiant avec des avions dans le ciel et une population confuse, témoignant de l'impact immédiat du débarquement. L'après-midi du 6 juin. Complexité de la communication et de la réception durant le débarquement en Normandie. La désinformation et les renseignements contradictoires, notamment ceux des bureaux britanniques comme le TN5 et le TN7, jouent un rôle crucial. Dès la désinformation pour les Allemands. Illustré par l'activité d'ailleurs de l'espion Juan Puyol, alias Garbo, considéré comme celui qui a sauvé le débarquement. Un ouvrage extraordinaire que je vous conseille de lire. La population de Bayeux tente de deviner l'emplacement de telle ou telle bataille. Ils suivent les rumeurs, mais aussi les fausses informations, comme la soi-disant destruction et l'incendie de la cathédrale de Bayeux, de la présence supposée de De Gaulle dans les rues de Bayeux le 6 juin. Tout est confusion, il est impossible de prévoir et d'anticiper quoi que ce soit. La situation aérienne s'intensifie. Des avions marqués de bandes blanches, pour éviter la confusion avec l'aviation allemande, aident à renforcer la confiance des civils. Les véhicules alliés, avec leur étoile blanche, de même. Et on voit les troupes allemandes évacuées.
Ces troupes allemandes qui comprennent aussi tous les Ostentruppen, des Polonais, des Tchèques, des Russes, des Cosaques, des Asiates. Tout le monde est en déroute totale. Ils emportent tout, ils pillent tout, et un voisin dira même qu'ils ont même piqué les cages de mes lapins, voire les lapins également. Les maisons sont abandonnées, les pilleurs peuvent être aussi les voisins, on dira par erreur, en croyant dérober les biens de l'ennemi, mais le chaos est absolument total. Le magasin de M. Mercader devient un poste de commandement et des résistants équipés de brassards tricolores mènent des missions d'observation pour recueillir des renseignements cruciaux, notamment lors de la prise de Tilly-sur-Seulles. La population locale déchire les affiches ennemies, célèbre dans les rues, le soleil est là, les soldats britanniques, guidés par des civils, arrêtent encore quelques postiers allemands, tandis que les figures locales s'enorgueillissent d'avoir choisi le bon camp. La présence militaire britannique se manifeste aussi par l'introduction d'une nouvelle monnaie et de l'installation de tranchées et abris, notamment au pont de Saint-Loup. En juin, la situation à Bayeux et ses environs est marquée par une réaction limitée de l'ennemi, qui maintient des positions de résistance dans plusieurs sites stratégiques, notamment au château de Maison, à la laiterie de Vaucelles, et surtout au château Vologer à Sully, qui était une place fortifiée. Il y a des affrontements, comme à Saint-Vigor-le-Grand. Le 9 juin, la ville se remet lentement de ses blessures et commence les travaux de contournement de la ville de Bayeux. En même temps, les habitants se rendent à Arromanches, et là ils commencent à admirer le port artificiel qui se met en place jour après jour pour faciliter le ravitaillement des troupes débarquées. Le port nommé Mulberry Harbour est constitué de plusieurs éléments flottants. Des brise-lames, des caissons Phoenix, des plateformes Lobnitz, tout a été remorqué d'Angleterre. Encore une fois, je vous invite à visionner nos vidéos sur Arromanches et à suivre nos visites guidées du soir à Arromanches. Le général de Gaulle arrive, prend le pouvoir, rencontre le général Montgomery, visite Bayeux, symbolisant la libération et la renaissance démocratique. La population acclame de Gaulle, qui entonne la Marseillaise. Par la suite, les événements symboliques, comme la remise de croix de guerre et d'autres décorations, des établissements comme le Grand Séminaire, la clinique d'Aprigny, le collège Chartier, l'école Leto, pour en faire des hôpitaux provisoires, sous la direction de M. Leroy. La situation s'arrange doucement avec l'arrivée du personnel médical de Caen, permettant d'étendre ces structures hospitalières. La solidarité locale s'est manifestée par des dons et l'engagement bénévole de femmes infirmières, de secouristes, de brancardiers et de civils, notamment des enfants participant à la distribution de repas. Entre mi-juin et fin septembre, 1817 personnes ont été soignées dans ces hôpitaux, dans un contexte où plus de 71 000 bâtiments étaient détruits ou endommagés dans le Calvados. La ville a également accueilli des blessés dans les hôpitaux de campagne, notamment les CGH, construction en baraques Nissen, qui permettaient d'accueillir et de traiter les blessés tout autour du périphérique de Bayeux. Il y aura également un camp d'internement à Sully. C'est un camp d'internement civil improvisé qui a été établi pour détenir environ 500 personnes accusées de collaboration. Souvent à tort, les conditions étaient difficiles, avec des détenus entassés dans des structures précaires, et le camp servait aussi de centre de tri pour transférer certains vers d'autres camps. La libération a été marquée par des règlements de compte violents, suivis d'une épuration judiciaire. Beaucoup de détenus n'ont pas été reconnus coupables, laissant une mémoire douloureuse locale.